Bonjour. On va enchaîner avec un symposium sur l'intérêt des PCR multiplex dans la prise en charge des infections en réanimation. Et je donne la parole tout de suite au professeur Yahyaoui, professeur en microbiologie au CHU Hassan II de Fès. À vous la parole. Il va parler de point de vue de biologiste. Merci, professeur Bourta. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Association des médecins anesthésistes réanimateurs pour l'invitation dont je suis très honorée. On m'a demandé de présenter l'intérêt de la PCR multiplex dans la prise en charge des infections en réanimation, point de vue du biologiste. Comme vous savez, donc, le laboratoire de microbiologie regroupant des spécialités comme la bactériologie, la virologie et la parasitologie doit accompagner les cliniciens et les réanimateurs dans l'identification des agents bactériens, des agents pathogènes qui sont responsables d'infections et dans le choix adapté et ciblé de l'antibiothérapie. Donc le diagnostic microbiologique conventionnel, il nécessite un délai minimum de 24 heures pour avoir l'identification des agents pathogènes qui sont présents dans un prélèvement et un délai de 24 heures supplémentaires pour avoir l'étude de la sensibilité aux antimicrobiens. Le diagnostic virologique, quant à lui, il est contraint à des techniques de biologie moléculaire qui sont longues, nécessitant un délai entre 4 à 6 heures et nécessitant de travailler en série et de ne rendre le résultat qu'après plusieurs jours. Les techniques de biologie moléculaire, donc c'est ce qu'on appelle la bactériologie conventionnelle. Donc la microbiologie, elle a connu d'importants progrès en matière de biologie moléculaire grâce à l'arrivée de techniques conventionnelles, de techniques de biologie moléculaire. C'est la PCR multiplex. L'intérêt de cette PCR multiplex, c'est la détection, c'est qu'elle permet la détection et l'identification de façon simultanée d'un grand nombre d'agents pathogènes, que ce soit bactériens, virales ou parasitaires. Donc ces tests qui sont révolutionnaires vont permettre aux cliniciens de poser le diagnostic de certaines infections et de prendre les décisions cliniques le plus rapidement possible. Que ce soit l'hospitalisation des patients, la mise en isolement des patients en cas de bactéries multirésistantes et la mise en route d'un traitement antibiotique et le cas échéant par quelle antibiothérapie. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche syndromique. Donc l'approche syndromique, elle permet d'identifier un grand nombre d'agents pathogènes qui sont présents dans un prélèvement en un seul test, ce qui maximise les chances d'obtenir un résultat dans un délai qui est cliniquement pertinent. Il existe un certain nombre de panels qui permettent l'identification d'un grand nombre d'agents pathogènes qui sont associés à des syndromes cliniques, d'où le nom de PCR, l'approche syndromique. On va essayer au cours de cette présentation de voir les principaux tests qui sont commercialisés, qui vont être utiles, notamment pour le diagnostic des principales infections en réanimation. Il existe 5 panels, donc un dédié pour le diagnostic des infections respiratoires aiguës, un autre dédié pour le diagnostic des pneumonies ou bien les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, un autre dédié pour le diagnostic des bactériémies ou du sepsis, un autre dédié pour le diagnostic des méningites et des méningo-encéphalites, surtout communautaires. Alors, pour les pneumopathies, on va commencer tout d'abord par les pneumopathies. Donc, comme vous le savez, vous savez mieux que moi que la pneumopathie, c'est un problème majeur en réanimation. C'est une pathologie qui est assez fréquente et qui est le plus souvent de diagnostic complexe. Et les techniques de microbiologie conventionnelles, techniques de microbiologie standard, elles sont lentes et nécessitent un minimum de 48 à 72 heures pour rendre un résultat qui est positif avec un antibiogramme. Et le traitement probabiliste, qui est le plus souvent démarré sans attendre les résultats de l'antibiogramme, va favoriser l'émergence de bactéries multirésistantes. Tout ceci souligne l'intérêt d'utiliser des méthodes qui sont innovantes, des méthodes qui sont sensibles et qui sont innovantes dans le diagnostic de ces infections, notamment les pneumopathies. Pour le diagnostic des pneumopathies, il existe 2 panels. Donc un panel respiratoire qui est réalisé à partir d'un prélèvement nasopharyngé, qui est dédié pour le dépistage des principaux virus, notamment l'adénovirus, les coronavirus, les différents types de coronavirus. Donc il y a le MERS-CoV, le SARS-CoV,
le métapneumovirus, le rhinovirus, les virus de la grippe, le virus influenzé, les virus para-influenzés, le virus respiratoire syncytial, ainsi que le diagnostic des infections, des pneumopathies qui sont atypiques, à bactéries atypiques, telles que la Bordetella pertussis, parapertussis, le chlamydier et le mycoplasme pneumoniae. Le deuxième panel, il est dédié au diagnostic des pneumopathies acquises aux soins, donc les pneumopathies associées, acquises sous ventilation mécanique. Donc c'est un panel plus large qui contient à peu près plusieurs bactéries qui sont plusieurs bactéries dans les bacilles gram négatifs, les gram positifs. Il contient des bactéries atypiques telles que chlamydia, légionelle et mycoplasme. Il contient aussi les principaux virus. Donc, ce qui est important dans ce panel, c'est qu'il permet la détection des gènes de résistance, donc permettant de dire si la bactérie, d'adapter l'antibiothérapie probabiliste. Donc, ces panels, ils permettent d'identifier les agents bactériens, viraux ainsi que les gènes de résistance à partir de prélèvements profonds, aspiration bronchique, lavage broncho-alvéolaire ou prélèvement distal protégé. Comme vous voyez, donc, il existe pour l'approche syndromique, il existe plusieurs panels qui sont dédiés au diagnostic des pneumopathies. Donc ces panels, ils diffèrent en fonction du délai de détection, en fonction de la qualité de détection, est-ce que c'est une détection qui est qualitative ou bien semi-quantitative, et en fonction du type, du délai du rendu de résultat, donc variant entre 45 jusqu'à 4 à 5 heures. Qu'en est-il de la sensibilité de ces panels? Pour le panel respiratoire, donc la sensibilité, la spécificité, elle a été étudiée dans de nombreux articles. La sensibilité, elle varie comparée point à point avec les PCR classiques. Donc la sensibilité, elle est comprise entre 87 et 100%. Pour la spécificité, donc elle avoisine les 100%. Pour le panel pneumonia, donc la spécificité qui est dédiée pour le diagnostic des pneumopathies nosocomiales ou bien les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, donc la sensibilité analytique globale du test, elle avoisine les 96% avec une spécificité avoisinant les 98%. Alors la question de la concordance culture versus PCR multiplex, elle a été creusée dans de nombreux papiers, notamment une étude qui a été réalisée sur plus de 300 prélèvements chez des patients qui étaient admis pour pneumopathie aiguë communautaire, qui étaient hospitalisés en réanimation. Donc la pneumopathie aiguë communautaire, elle a été confirmée radiologiquement. Donc ce papier, il montre que l'importance de la PCR multiplex. La PCR multiplex, elle a permis d'augmenter la détection des pathogènes jusqu'à 87% versus 39% par méthode conventionnelle. Dans le même cadre, dans une autre étude qui a été réalisée chez des patients adultes hospitalisés en réanimation, qui a comparé les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire la culture ainsi que la PCR multiplex, donc au cours de cette étude, donc le message de ce papier, c'est que la PCR multiplex, elle a permis d'augmenter la chance d'isoler des agents pathogènes jusqu'à 69% versus 42% par technique culture conventionnelle. Donc, un autre papier qui parle de la concordance culture versus PCR multiplex. Donc, c'est une étude multicentrique qui a été réalisée sur plus de 800 prélèvements. Cette étude, elle a été réalisée dans le cadre de l'accréditation de la PCR multiplex. Comme vous voyez, ce qui est en vert, c'est les taux de concordance positifs, c'est-à-dire parmi les patients chez qui on a aussi bien une culture qui est positive et une PCR qui est positive. Et ce que vous voyez en orange-rouge, c'est le taux de concordance négatif, c'est-à-dire les taux parmi les patients chez qui on a une PCR qui est négative et une culture qui est négative. Donc, comme vous voyez, il y a une excellente concordance entre la PCR et la culture. Mais ces taux de concordance sont calculés uniquement sur des pathogènes qui sont présents sur le panel. Donc, on ne peut pas les calculer, on ne peut pas les reporter sur des pathogènes qui n'existent pas sur le panel respiratoire. Ce qui laisse suggérer que lorsqu'on a une culture qui est positive avec une PCR qui est négative,
Donc ça vaut le coup de discuter, de voir les résultats de la culture et de discuter avec le microbiologiste, parce qu'il y a des gènes qui ne sont pas compris dans le panel, et vu l'écologie bactérienne qui est large en cas de forte suspicion d'une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, vu l'écologie bactérienne qui est large, donc ça vaut le coup de voir les résultats de la culture. Une autre étude qui a été réalisée qui parle de la sensibilité et de la spécificité de la PCR multiplex. En fait, c'est une étude qui a été réalisée chez 99% de patients qui étaient Covid positifs et qui étaient hospitalisés dans les services de réanimation. Chez ces patients, on avait fait des prélèvements précoces. Donc, on voit que le taux de sensibilité, il est de 100%, c'est-à-dire pour tous les patients qui avaient une PCR négative, ils avaient une culture qui est négative, et vice-versa. Donc, pour tous les patients qui avaient une culture positive, avaient une PCR qui est positive. Donc, le taux de sensibilité, il était de 100%. Ce qui laisse suggérer que pour les patients en cas d'infection précoce, en cas de PCR négative, lorsqu'on a démarré une antibiothérapie, donc on peut songer d'arrêter cette antibiothérapie lorsque la PCR elle est négative. Pour la spécificité, donc, elle avoisine les plus de 90%. Et pour comprendre cette notion de spécificité, on va s'intéresser au seuil. Donc vous savez mieux que moi que la culture elle est rendue en seuil de façon semi-quantitative. Donc ces seuils ont été validés selon plusieurs études pour optimiser les performances diagnostiques de la culture, notamment la spécificité de la culture dans les pneumopathies nosocomiales. Comme vous voyez, donc ça ressemble globalement à ça. Donc les résultats de la culture sont rendus en unités formant colonie par ml, alors que les résultats de la PCR, ils sont rendus en copie par ml. Donc comme vous voyez, donc, il y a une droite linéaire qui a l'air de bien passer dans le nuage de points. On voit également qu'il y a une population, un groupe de patients chez qui on a une culture qui est négative, donc inférieure à 10 puissance 4 unités formant colonie par ml, mais qui peuvent être considérées par PCR comme positives par PCR. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on doit les considérer comme positifs ou comme négatifs? Donc, pour la PCR, il n'y a pas de seuil qui a été validé comme pour la culture. Pour ces patients, il faut donc ni la PCR, donc il faut s'intéresser à cette notion de seuil. Donc ni la PCR ni la culture ne permet de poser le diagnostic positif d'une pneumopathie. Donc il faut toujours se confronter aux résultats clinico-radiologiques. Donc il ne faut pas se contenter uniquement du diagnostic microbiologique. Dans le cadre de la même étude, comme vous voyez, donc il y a environ 58% de patients chez qui on a une culture qui est négative avec une PCR qui est positive à des valeurs inférieures à 10 puissance 4 copies par ml. Donc ce qui laisse suggérer que le faible taux de spécificité de la PCR, il est lié en grande partie à sa grande sensibilité. Donc si on résume, donc la PCR multiplex c'est une technique qui est fiable, qui est beaucoup plus sensible que la culture qui reste moins sensible. Il faut s'intéresser aux notions de seuil de détection qui ne sont pas encore validées par la PCR comme c'est le cas pour la culture. Donc cette notion de seuil, elle va permettre Donc il y a une bonne corrélation entre la PCR et la culture. Pour ce qui est du rendu des résultats, donc les résultats, ce sont des résultats qui sont faciles d'interprétation. Ça permet une analyse automatique et un rapport synthétique. La deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que la PCR multiplex apporte-t-elle un plus par rapport aux pratiques actuelles? Donc plusieurs études observent qu'après la mise en place de la PCR multiplex, il y a une nette diminution de la durée des antibiotiques qui sont plus fréquemment arrêtés à 48 heures, une diminution du nombre des examens complémentaires, notamment les radiologies, et une diminution de la durée de séjour. Dans le même cadre, donc la PCR multiplex elle a un impact positif sur l'utilisation des antibiotiques et des antigrippaux. Elle permet une meilleure prescription des antigrippaux
grippaux. Elle permet de diminuer la durée d'hospitalisation ainsi que des durées donc avec moins d'hospitalisation. Elle permet d'arrêter les antibiotiques le plus fréquemment. Une autre étude qui a été réalisée, qui a étudié l'impact de la PCR multiplex sur l'utilisation de l'antibiothérapie, c'est une étude qui a été réalisée chez 49 patients qui étaient admis pour pneumopathie aiguë communautaire ou bien pneumopathie nosocomiale. Au cours de cette étude, on a comparé la culture versus PCR multiplex sur des prélèvements bronchiques. Donc, le message de ce papier, c'est que la PCR multiplex, donc, elle a permis de modifier l'antibiothérapie entre 5 et 6 heures après le prélèvement chez à peu près 67% de patients. Alors, en synthèse, donc la PCR multiplex, donc, elle permet une amélioration du diagnostic étiologique. C'est une technique qui est rapide, donc réalisable en nécessitant un délai de réalisation de 3 à 10 minutes, avec un rendu de résultat permettant un résultat en moins d'1 heure. Elle permet une meilleure adaptation du risque infectieux viral par les décisions d'isolement qui sont mieux ciblées, plus vite levées, le traitement antigrippal qui est mieux ciblé, plus vite donné. Elle a un impact sur le parcours de soins, donc décisions d'hospitalisation mieux documentées, la durée de séjour qui sont beaucoup plus faibles. Elle permet une meilleure adaptation de l'antibiothérapie inadéquate, donc par la détection des gènes de résistance. Elle permet de diminuer la pression de sélection par l'utilisation des antibiotiques à large spectre, et elle permet aussi le réajustement de l'antibiothérapie systématique. Néanmoins, ces tests sont souvent très coûteux, donc le coût, ce qui suggère qu'une réflexion doit être menée pour guider leur utilisation de façon appropriée et utile dans le soin des patients. Donc ces tests de PCR multiplex, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne permettent pas de détecter de façon exhaustive toutes les bactéries, telles que le Stenotrophomonas maltophilia, qui est responsable, et comme je vous ai dit, puisque l'écologie bactérienne des pneumopathies communautaires ou nosocomiales, donc elle est large, donc ça ne permet pas de faire la détection exhaustive, la recherche exhaustive de toutes les bactéries qui sont responsables de pneumopathie nosocomiale, telles que le Stenotrophomonas maltophilia, le Citrobacter ou bien la Morganelle. Cette PCR multiplex aussi ne permet pas de donner un profil bactériologique, donc ne permet pas de donner la sensibilité aux antibiotiques, donc la culture reste le gold standard. Le deuxième type d'infection, c'est les méningites et les méningoencéphalites. Donc les méningites et les méningoencéphalites représentent un ensemble d'infections qui sont au pronostic redoutable en termes de mortalité et de séquelles graves. Les techniques de biologie usuelle, de microbiologie, ne sont pas réalisables dans des délais courts, à l'exception de l'analyse cytologique et de l'examen, la coloration de Gram, qui reste peu sensible. Pour le kit ou bien le panel qui est dédié au diagnostic des méningites et des méningoencéphalites, donc il comprend l'identification de plusieurs bactéries, notamment les bactéries qui sont retrouvées responsables de méningites communautaires, les principaux virus, le cytomégalovirus, l'entérovirus, l'herpès simplex, le virus zona varicelle. Donc, ce sont des techniques qui sont innovantes, qui permettent qui sont réalisables dans des délais qui sont courts et qui nécessitent une prise d'essai minime. Donc, on a besoin uniquement de 200 microlitres de LCR pour passer ce panel de méningoencéphalite. Donc, ce sont des techniques qui sont sensibles, donc 94% de sensibilité et jusqu'à 99% de spécificité. Voici une diapo qui montre la comparaison entre la technique conventionnelle et la PCR multiplex. Comme vous voyez, les méthodes conventionnelles sont chronophages et présentent une sensibilité réduite, surtout lorsque l'antibiothérapie est démarrée de façon empirique. Donc, tandis que la PCR multiplex, donc, elle est réalisable en moins d'1 heure. Ça permet d'adapter l'antibiothérapie probabiliste et de connaître le germe qui est responsable de méningite et de méningoencéphalite. La même chose pour les virus, pour la détection des virus. Donc, pour les bénéfices potentiels du panel méningoencéphalite, c'est qui permet de profiter de la rapidité des rendus des techniques de PCR multiplex.
Ne plus avoir à choisir si c'est une méningite bactérienne ou bien une méningite virale. Rajouter vite, ça permet de rajouter vite une ligne thérapeutique qui a été oubliée au départ. Et décider les antiviraux qui, dans l'administration, il est parfois difficile. Quelles sont les limites de ce panel méningoencéphalite? Donc ce panel, il y a les risques de faux positifs. Donc l'interprétation de ce panel méningoencéphalite doit être faite de façon collégiale avec l'ensemble des données clinico-biologiques et comme toute autre technique de biologie, donc elle est grevée de faux négatifs. Et donc il y a la possibilité de faux négatifs, notamment pour les méningoencéphalites à herpès simplex 1 et pour les pathogènes qui ne sont pas couverts par le panel, tels que la tuberculose, la syphilis, la rougeole et la chivie. En dernier lieu, on va voir le diagnostic des bactériémies. Comme vous le savez, les bactériémies sévères et sepsis sont parmi les principales causes de mortalité chez les patients qui sont hospitalisés en réanimation. Chez ces patients, un retard dans l'administration d'une antibiothérapie probabiliste peut entraver le pronostic du patient et entraîner un taux de mortalité qui est accru. Ce panel hémoculture positif, il permet la détection des bactéries les plus fréquentes qui sont rencontrées au cours des bactériémies, donc que ce soit des bactéries gram négatifs ou des bactéries gram positifs, les principales levures, ainsi que les gènes de résistance aux principaux antibiotiques, la résistance au bêta-lactamine, la résistance au carbapénème, la résistance aux glycopeptides chez les entérocoques, ainsi que la résistance à la méticilline chez le Staph aureus. Ce panel, il donne des résultats, il permet des résultats rapides qui sont fiables en 1 heure, donc ce qui permet une intervention clinique qui est rapide et une diminution du délai d'optimisation du traitement pour les patients qui sont sévères. Donc voici les principales bactéries qui sont recherchées par ce panel sepsis. Donc on trouve l'acinétobactère, le bactéroïdès, les principales entérobactéries, les bactéries gram positifs, l'entérocoque, le staphylocoque, aussi bien le staph coagulase négatif, les levures, ainsi que les gènes de résistance aux principaux antibiotiques. Donc ce panel, il est réalisé à partir d'une hémoculture qui est positive. Donc cette approche, elle consiste à identifier, à l'aide de cette PCR multiplex, la présence de nombreux germes qui peuvent être responsables de bactériémies. Donc pour la sensibilité, donc ce panel, il possède une sensibilité qui est excellente et une spécificité qui sont excellentes. Qu'en est-il des avantages de ce panel? Donc c'est un test qui est rapide, qui est sensible, qui est facile à réaliser, donc ça demande un temps de manipulation de moins de 3 minutes et qui permet une recherche exhaustive, complète de toutes les bactéries qui peuvent être rencontrées dans le sepsis. Voici un exemple de rendu de résultat. Donc c'est un résultat qui est facilement analysable, facilement interprétable. Donc ça permet de détecter, et ça dit qu'il s'agit d'une entérobactérie, quel type d'entérobactérie et quel type de résistance. Par exemple, dans ce cas, c'est une résistance au bêta-lactamine par la présence du gène CTX. Alors, en conclusion, donc, la gravité des pathologies infectieuses qui sont observées chez les patients en réanimation justifie le besoin d'utiliser des méthodes qui sont rapides, performantes, telles que la PCR multiplex. Cette PCR multiplex, donc, ce sont des techniques qui sont simples, rapides, qui permettent l'identification de nombreuses cibles. Ce sont des techniques qui sont performantes, réalisables dans l'environnement du patient. Ce sont des techniques qui ont un impact sur les thérapeutiques, sur le traitement anti-infectieux. Donc, ça permet d'adapter le plus rapidement possible un traitement antibiotiques. Ça a un impact sur les isolements et la durée d'hospitalisation et ces panels. Quelles que soient les évolutions de ces panels, le dialogue entre le microbiologiste et le réanimateur reste indispensable. Donc la collaboration clinico-biologique, elle reste indispensable. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Yahyaoui Rita, pour votre exposé. Je pense que le message est clair. Vous avez insisté sur la collaboration entre le biologiste et le réanimateur, chose qu'on fait. Et je remercie votre laboratoire parce qu'il y a une coopération étroite entre tous les cliniciens et le laboratoire. Et je profite pour remercier le laboratoire Imalliance qui nous a permis effectivement d'avoir cette technologie et d'avoir démocratisé cette technique partout au Maroc et entre le secteur public et le secteur privé.
Donc, est-ce que vous avez des questions? Professeur Ita, moi j'ai une question. Donc on a vu tout à l'heure qu'en quoi, avec professeur Ahmadi et professeur Aissaoui, qu'en quoi les infections, les pneumopathies nosocomiales, les infections liées au cathéter sont très fréquentes et sont responsables d'une mortalité importante. Et que le délai de la prise en charge est important, c'est-à-dire oui. c'est un facteur pronostique. Est-ce qu'on pourra imaginer, par exemple, pour cette catégorie de patients qui sont très graves, de proposer d'emblée les deux techniques, c'est-à-dire la technique de culture et de PCR, comme ça on pourra avoir rapidement un diagnostic et on pourra adapter rapidement l'antibiothérapie. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. La seule contrainte, c'est le coût. Ce sont des tests qui sont un peu chers. Donc, il faut toujours avoir une bonne réflexion pour choisir le test le plus adapté dans le contexte du patient. Professeur Mahmoud? Oui, Oustad. Effectivement, c'est possible, bien sûr, sauf que pour les infections, pour tout ce qui est PDP que nous faisons ensemble, le problème, c'est que ce sont des prélèvements qui sont polygermes, d'accord? Et nous, quand on travaille en bactériaux par rapport au prélèvement pulmonaire, on a besoin de faire d'abord des seuils que la PCR multiplex ne nous donne pas. La PCR multiplex, elle ne te donne pas de valeur quantitative, elle te donne uniquement le germe. Or, tu sais très bien qu'entre nous, on traite en fonction du seuil, est-ce qu'on a super résistance 3 ou pas. La PCR multiplex ne peut pas te la donner. Donc ça, c'est un problème. Deuxièmement, quand on a un prélèvement qui est multigerme, c'est très difficile d'appliquer une PCR multiplex. Donc à deux mois, les impératifs qui font qu'on reste sur la culture, on reste sur le dénombrement, c'est qui est obligatoire, d'accord, pour pouvoir traiter. Merci, professeur Mahmoud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, professeur Ita. Merci.